Bonsoir à tous. Alors, parfait. Donc, merci pour la petite introduction. Donc, le chronomètre est parti, c'est bon. Alors, open source dans la collectivité, alternative ou voie incontournable, vaste sujet. Alors, le contexte que j'ai pu observer durant mes 9 années d'expérience, il est le suivant. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un peu comment ça se passe dans la collectivité. C'est juste un gros bordel. Un gros bordel, pourquoi? Parce qu'il y a des métiers extrêmement divers. Et j'en ai cité quelques-uns voilà, que vous pouvez lire à l'écran. Et 3 petits points, voilà, il faut dire qu'il y en a énormément. D'ailleurs, des DSI m'ont dit récemment qu'ils jonglaient avec 60 logiciels dans une collectivité de 10 000 habitants, ce qui n'est pas rare. Voilà. Donc, ce qui fait que énormément de logiciels, ça nous donne un système d'information extrêmement étendu et une administration et une gestion extrêmement complexe. Et ils ont souvent du mal à suivre. Les enjeux. Pourtant, malgré toute cette lourdeur de logiciels, ils doivent avancer. Et le contexte est là. Donc, lié à l'administration. Donc, c'est tout simplement eh bien, les nouveaux besoins des citoyens pour accéder à des services en ligne. Je veux renouveler ma carte d'identité, j'ai besoin d'un acte de naissance, voilà, ce genre de choses. Et ce, en web, bien sûr, et 24 heures sur 24, bien évidemment. Inscrire mon enfant à la crèche, ce genre de choses. Les élus, quant à eux, ils ont besoin d'y voir plus clair sur la gestion de leur ville, et notamment préparer l'avenir. Donc, mes inscriptions en crèche de cette année vont conditionner mes ouvertures de classe dans 3 ans. Et ça, ils ont parfois des mal à le préparer parce que les logiciels ne leur disent pas. En tout cas, voilà, l'information est très dispersée. Le défi technique, eh bien, c'est la dématérialisation, donc qui se passe à beaucoup de niveaux. PSV2, dématérialisation des actes, télétransmission, tout ça, ce sont des notions qui commencent à moderniser. La modernisation de l'État descend dans les collectivités. Donc, il y a eu un gros coup d'accélérateur depuis 2 ans, et elles y viennent, et la France rattrape un peu son retard. L'open data, je ne vais pas en faire un sujet, tout le monde, je pense, connaît. On se réapproprie les données, justement, instruites dans le logiciel métier des collectivités, pour les retraiter et en faire des applications encore plus intelligentes à vocation, en général, des citoyens. Réglementation loi, eh bien, ça y est, on parle d'archivage électronique légal, on parle de télétransmission avec connaissance de carte et tout. Donc les lois sont là, au niveau national, au niveau international. Donc il y a une convergence de tous ces enjeux, auquel je pourrais rajouter que tout le monde a son smartphone, que tout le monde a Internet, etc. Mais bon, ça c'est dans les acquis désormais. Alors, les protagonistes. Alors, vu le format, je fais dans la caricature, pour ceux qui connaissent la série Shérif, fais-moi peur. Éditeurs propriétaires qui sont bien en place sur le marché, en fait, voilà le match. Le modèle économique, il est le suivant. Il se base sur des licences serveurs, utilisateurs, qui est leur gagne-pain. La stratégie, eh bien, c'est d'acheter chez eux, parce qu'ils ont une suite logicielle qui font que n'allez surtout pas ailleurs. D'accord? Ou alors des partenariats avec les gros du marché. Et de cette façon, ils vampirisent un peu le marché, ce qui fait des freins à l'entrée du marché, comme on dit, pour des acteurs nouveaux. D'un point de vue technologique, eh bien là, c'est des gros mastodontes, donc c'est paquebot, et là, ils ont peu ont pris un virage sur les technologies full web, sur tout ce qui est responsif, applications mobiles et tout ça. On dit qu'en général, ce qui se passe dans le privé, vous remontez dans le temps 5 ans en arrière pour les collectivités, eh c'est ça qui se passe. Voilà. Donc c'est un peu le constat. Alors, face à ces méchants éditeurs propriétaires, forcément il y a les gentils et les good guys
d'open source. Voilà, il n'y a pas de parti pris dans cette présentation. Le modèle économique se repose sur les prestations. D'accord ? On enlève la notion de j'achète une licence. Et donc là, j'installe, je configure, je paramètre, je forme, et je maintiens, je supporte. Voilà, on paye pour ce qu'on consomme et ce qu'on entend avec à peu près 30% d'économie pour les collectivités. La stratégie, c'est de proposer quelque chose de bien construit, bien fait, et qui se propage. Donc la propagation virale, soit d'un point de vue technologique, parce qu'elle est adoptée par une communauté, et elle va connaître un levier de croissance par cette communauté qui va croître à l'échelle nationale et mondiale. Et d'un point de vue des technologies, c'est pas la panacée des open source que je suis en train de dire, mais c'est qu'en général, ce qu'on observe, c'est que le virage est pris du full web, des interfaces front-end sexy, de l'AngularJS, du Backbone, etc. MySQL, voilà, toutes les technologies open source. Et un grand principe, surtout, on ne refait pas ce qui est déjà fait, on s'appuie sur des modules, des briques existantes. Les protagonistes, toujours bien cette fameuse donnée, la donnée. Ce qu'elle veut, la donnée, bien, c'est d'être libre, valorisée et éternelle, dans le sens où on veut qu'elle soit pérenne. Que fait-on de la donnée citoyenne dans 5, 10, mais alors 50 ans, 100 ans? Ce qu'on fait aujourd'hui, comment il sera exploitable, utilisable, voilà, c'est des choses très importantes. La loi, ce qu'elle sait faire, c'est souvent donner des conseils, des recommandations, dire qu'à chaque élection, c'est sûr bien que les élus s'impliquent d'un point de vue économique pour encourager les acteurs français qui ont effectivement une grosse carte à jouer sur l'open source face à beaucoup d'Américains et tout. Beaucoup de référentiels général d'interopérabilité. Donc en fait tout est dit, tout est écrit, tout est là. Mais le passage à l'action est nettement plus difficile. Et tant qu'on ne dit pas aux collectivités, bah, écoutez, les standards d'interopérabilité, ce sont les suivants, le passage à l'acte est plus dur. Donc ce qu'elle essaie de faire, c'est imposer son application. Malheureusement, la contrainte étant souvent le bâton qui fonctionne. La bataille, du côté gauche, c'est caricatural bien sûr, mais c'est voulu, la notion propriétaire veut que les logiciels sont construits en silo, qui ne communiquent pas, que si vous voulez faire communiquer un logiciel de ressources humaines avec les finances, eh ben vous achetez chez lui-même fournisseur, etc., donc dans leur suite logicielle. Et bien que certains éditeurs propriétaires commencent à ouvrir sous forme de web service, ils sont encore peu nombreux. Donc l'enjeu, il est qu'une donnée saisie, dans un premier échelle qui peut être ressources humaines, notamment un nouvel agent qui vient d'arriver, on connaît toutes ces informations, eh bien on puisse préparer sa paye, etc., d'un point de vue comptable, finance, et que voilà, la donnée puisse être librement réexploitée dans d'autres logiciels de cette façon. Donc, elle se déplace de manière transversale, mais aussi elle a besoin d'être exploitée sous forme de tableau de bord, et là notamment pour les décideurs, pour les élus, qui ont besoin d'avoir des tableaux de pilotage. Donc voilà, du côté open source, on est sur une donnée qui traverse, n'est-ce pas, n'importe quoi. L'open source et l'interopérabilité. Alors, pour ceux qui connaissent la General Lee, n'est-ce pas, les portes étaient soudées, on peut se dire que la donnée va avoir du mal à rentrer dedans. Enfin, peu importe, c'est pour la blague, c'est pour vous dire que l'intérêt, il est de s'entendre forcément sur un dialogue, une manière d'échanger commune. Et là, il y a pléthore de technologies, de protocoles que vous connaissez certainement, donc WFS, WMS, donc ça c'est pour les cartes, API hypermédia, du reste, du SOAP, de l'HTML, du XML, du JSON, etc. Là aussi, on a pensé qu'à un moment le XML allait dominer, être la solution.
et on se rend compte que finalement, non, il y a encore des inconvénients. Nous, on a beaucoup travaillé sur le REST, notamment. En termes de tableau de bord, forcément, la donnée doit être utilisable dans des business intelligence, donc des systèmes ETL, et là aussi, grosse remise en cause au niveau de l'architecture. Hein, aujourd'hui, on est sur du SOA, du Software Oriented Architecture, pas si alors qu'on est là sur du Web Oriented Architecture pour dire que autant réexploser les briques qui fonctionnent très bien et de s'appuyer dessus de façon à ne pas embarquer dans chaque logiciel un générateur de PDF, un générateur de factures, un générateur de statistiques. Donc là, l'idée étant de rendre plus efficace chaque brique logicielle dans cette orientation web. L'open source et la pérennité, je vois que le compteur tourne et que j'ai dépassé. On bénéficie, c'est vrai, dans un environnement open source, de licences qui sont très protectrices vis-à-vis des utilisateurs, donc des collectivités. Donc les licences GPL, les licences Apache, qui, une fois brandies par la collectivité, imposent à récupérer la donnée, même si on est sur de l'hébergé, du mode SaaS et tout, la donnée est la propriété de la collectivité et ne doit pas être enfermée dans le logiciel et chez l'éditeur. Format standard ouvert, donc là, c'est l'apanage de l'open source qui se veut évidemment prôner ces exigences dans des formats standards exploitables et ne pas réinventer des nouveaux formats, des formats exotiques, où voilà, je vais vous faire payer pour même changer de version, ou alors vous ne voulez pas changer de crèmerie, ça va coûter très très cher, puisque ma donnée n'est pas exploitable, j'ai oublié de vous le dire au début. Et puis on peut noter l'initiative internationale, donc Open Document, un comité OASIS. Donc là, le nombre de pays au niveau européen est en train de s'étoffer pour se mettre d'accord sur un standard international, bien évidemment, pour là aussi permettre d'avoir la sérénité que sa donnée sera réexploitable dans 50 ans, dans 100 ans. Et il y a des choses très très intéressantes qui s'y passent. Et donc ce qui nous amène sur l'archivage électronique légal, voilà, qui est le coffre-fort qui garantira ça sur le long terme. Voilà, merci pour votre attention. Merci Stéphane. Est-ce que vous avez des questions? On n'en a pas encore. Ils peuvent te cuisiner encore quelques minutes. Ah, au fond, là. Bonjour Stéphane. Je voulais savoir comment les collectivités arrivent à gérer le fait que, par exemple, pour la documentation, la norme ISO il y a deux formats de documents qui ont été normalisés, à savoir l'Open Document de Microsoft et l'équivalent pour la fondation pour OpenOffice. Je voulais savoir comment ça se passait dans les appels d'offres. Est-ce que c'est déjà clair pour eux, alors que pour nous, utilisateurs, c'est encore une affaire là? Alors, très bonne question. Alors, effectivement, on retrouve cette norme ISO dans Open Document dans le comité OASIS. Donc non, la réponse elle est claire. Dans les appels d'offres, il n'y a absolument pas abordé ce point de norme ISO des documents. Et en fait, le constat, c'est que dans les appels d'offres, il y a souvent plusieurs versions, et celle que l'on voit a souvent été réduite comme peau de chagrin par rapport à leurs exigences. Parce que justement, des fois, quelqu'un dans son coin peut le dire, tiens, ce serait important d'émettre ça. Et en fait, et ils nous le disent, hein, au final, ils ont tellement peur qu'au final, il y a tellement peu de prestataires qui peuvent y répondre, qu'en fait, ils se veulent moins exigeants. Et c'est le même cas pour le full web, la récupération des données, l'interopérabilité de tel logiciel à tel logiciel. Et en fait, voilà, ils baissent leur niveau d'exigence, et ce qui nous amène à faire gagner ceux qui n'entendent pas répondre à ces exigences. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui. Je crois qu'il y avait une autre question par là-bas.
Bonjour, je voulais savoir sur quelle distribution vous déployez vos logiciels open source. Nous, on a fait le choix en Ubuntu. Voilà, donc le cousin de Debian, supporté par Canonical. Voilà, c'est vrai que dans la distribution, il y en a, comment dire, Ubuntu a l'avantage d'avoir derrière Canonical et de l'argent, et que d'autres sont dites purement communautaires et sur lesquelles les collectivités ont plus de doutes sur leur pérennité. Voilà. Juste pour compléter, est-ce que du coup Red Hat, ça serait pas mieux au niveau financier, etc. Parce que c'est quand même plus de part de marché, plus de monde derrière par rapport à Ubuntu qui est bien. Attention au troll, hein, mec. Pas forcément un troll, mais enfin, les chiffres ils sont là. Après, je voulais savoir pourquoi vraiment Ubuntu plutôt qu'un Red Hat. Alors, le débat reste ouvert. En fait, comment je le connais, pour répondre à la question, je connais pas assez bien Red Hat pour en faire un comparatif et donner. Voilà, je sais que comme les admin 6 et les devs, etc., ont fait leur parti pris d'Ubuntu, et en fait, c'est tout simplement parce qu'avant on travaillait sur d'autres applications et on s'est habitué à la techno voilà, de l'Ubuntu et on est resté dessus. Voilà, c'est pas vraiment. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Merci beaucoup.